Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec le troisième dossier de l'été qui concerne l'ésotérisme. L'ésotérisme caractérise une attitude intérieure de recherche qui accepte de passer par un effort de compréhension progressive des choses cachées. Antoine Fèvre identifie cette forme de pensée par la présence de 6 caractères fondamentaux dont les 3 premiers peuvent être considérés comme nécessaires et suffisants pour que l'on puisse parler d'ésotérisme en Occident. Il qualifie un type d'approche particulier de la voyance, de la sorcellerie, du don, du guérisseur et finalement de bien des phénomènes identifiés un peu rapidement avec l'irrationnel ou le paranormal. La première loi, c'est la loi des correspondances. Il existerait à la base de tout la réalité des correspondances symboliques et réelles entre toutes les parties de l'univers, visibles et invisibles. C'est le principe de la correspondance et de la complémentarité des choses exposé dans cette table d'émeraude que nous connaissons déjà, attribuée à Hermès, le dieu trismégiste, auquel on attribuera aussi le corpus hermeticum dès le 2e et 3e siècle. Il révélerait les principes de compréhension de ce monde, le normal comme le paranormal. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Le microcosme de l'homme correspond au macrocosme de l'univers. La parcelle d'énergie intérieure de l'être humain est fragment de la grande énergie cosmique. Appliquons ce principe à l'astrologie comme pratique divinatoire. Il existerait d'étroites correspondances entre l'homme et l'univers, d'étroites analogies entre les forces émanant des planètes et les manifestations physiques, affectives et intellectuelles de l'homme. L'astrologue ne se situe pas sur le plan de la causalité physique comme l'astronome, mais sur celui des symboles. Aussi les critiques que peut faire l'astronome, dont la précision des équinoxes, arbitraire du découpage du zodiaque en 12 signes égaux, n'atteignent-elles pas l'astrologue? Il se situe en effet dans un autre monde, la vision ésotérique du réel. Appliquons-le à la sorcellerie et à la pratique du guérisseur. On peut agir sur n'importe quel élément de l'univers à partir d'un autre élément analogue ou correspondant. Ce que fait le sorcier lorsqu'il agit sur son adversaire en piquant la poupée boule qu'il représente. Aussi bien la partie représente et vaut le tout. Une seule goutte d'eau vaut toute l'eau de l'océan pour le chimiste qui l'étudie, mais aussi en médecine alternative pour l'iridologue. Le tout de l'homme se résume dans l'œil. Pour l'auriculothérapeute, l'oreille est une reproduction du fœtus humain. Pour la chiromancie comme technique de voyance, avons-nous relevé, tout l'homme se résume dans la main. De même, pour le sorcier, le cheveu de l'adversaire contre lequel il agit vaut tout le corps, car la nature est un être un et vivant. C'est la deuxième composante de la pensée ésotérique. La deuxième loi est la nature est un être vivant. Elle est animée d'un réseau de forces opposées, d'énergie, de vibrations dont la connaissance approfondie fonde la pratique du voyant percevant les ondes émises par son client, celle du guérisseur par magnétisme ou homéopathie. Les pouvoirs des cristaux utilisés dans la voyance comme dans la thérapie tiennent à ce que, bien que matière minérale, ce sont des parcelles de lumière vivante, d'énergie divine et des répliques de nous-mêmes. La troisième loi, la loi de l'imagination et des médiations. Ce cosmos est hiérarchisé du spirituel au matériel,
du subtil au grossier. Le voyant, quand il devient médium, communique avec le monde des esprits et sert d'intermédiaire à son client pour cette communication, tout comme le chaman sibérien. Le guérisseur s'appuie sur ce symbolisme pour rendre son art efficace. Par exemple, quand il attribue des vertus médicinales au gui, les druides déjà, ces chamans d'Occident, le croyaient semé sur le chêne par des mains divines. On le cueillait en hiver lorsque ses feuilles et les touffes jaunes de ses fleurs enlacées à l'arbre dépouillées présentaient seule l'image de la vie au milieu d'une nature morte et stérile. En cueillant les rameaux de cette plante, on s'appropriait les forces d'immortalité de la vie divine. Aussi la portait-on autour du cou ou l'accrochait-on à l'entrée de la maison. Quel rapport maintenant avec le monde paranormal? En quoi le paradigme de l'ésotérisme concerne-t-il la divination et la voyance, le paranormal? D'abord, en ce qui concerne l'ésotérisme, est souvent avancé comme la théorie par excellence explicative de ces phénomènes, le meilleur moyen d'interprétation et un modèle d'interprétation. Ensuite, parce que les sciences occultes, pratiques divinatoires, astrologie, numérologie, spiritisme en sont présentées comme des preuves expérimentales. Enfin, parce que ces pratiques font souvent appel à l'intervention d'entités spirituelles pour expliquer les manifestations d'une énergie cachée dont la nature nous échappe, dénommée fluide, potentiel vibratoire ou encore don. Ces forces et circuits énergétiques sont certes neutres, mais au dire de l'expérience mystique de toutes les religions, elles peuvent aussi servir de canaux et de véhicules tant à l'invisible bénéfique qu'à l'invisible maléfique. Chacun a son propre point de vue sur cette qualification. La question doit au moins être posée. Il faut en tout cas discerner, sans diaboliser pour autant ce qui se révèle pour une grande part de notre bonne nature humaine et qui demeure disponible comme les autres phénomènes paranormaux pour entrer dans des constructions variées, les meilleures comme les plus douteuses. Parlons maintenant un petit peu du modèle spirit. Entrer en communication avec les esprits et le monde de l'au-delà, voilà la visée et la pratique du spiritisme. Or, cette pratique est le lieu de ces manifestations paranormales étonnantes que nous avons répertoriées: transfert d'objets dans la pièce, succession de coups sur les murs, valse de guéridons frappeurs, matérialisation d'ectoplasmes représentant le défunt, contact de mains chaudes ou glacées. Les débuts du spiritisme ont connu une débauche de ces phénomènes relevant du merveilleux, mais souvent aussi de la supercherie, d'autant que les conditions de réalisation de ces pratiques laissent planer un doute sérieux sur la valeur scientifique. Maintien de l'obscurité pour les séances, tenue des spectateurs à distance et dans une immobilité forcée, car ils doivent obligatoirement former une chaîne en se donnant la main, isolément du médium derrière des tentures sombres. L'enseignement du spiritisme tel qu'il continue à être donné par la revue Spirit, dans la suite des enseignements d'Alain Kardec et de son disciple Léon Denis, n'a pas besoin de ces phénomènes douteux pour constituer une doctrine structurée sur Dieu, l'univers, les esprits, la communication avec les morts, et offrir par là un modèle explicatif aux phénomènes paranormaux dûment attestés. Qu'est-ce que donc un esprit? Le spiritisme, écrit Alain Kardec dans le livre des esprits, est la doctrine fondée sur l'existence, les manifestations et l'enseignement des esprits. Qu'est-ce donc qu'un esprit? Le principe spirituel impérissable de l'homme, son âme. Mais cette âme, élément immatériel, source de la pensée, de l'amour, de la volonté, est comme enchâssée dans le corps par l'intermédiaire d'un corps astral ou corps éthérique ou périsprit. Qu'est-ce donc que le périsprit?
C'est un corps subtil énergétique comme un ensemble de vibrations, un fluide vital qui manifeste la grande énergie cosmique, sorte de double de notre corps physique. Il emporte toutes les traces, malaises et accidents, bien-être et acquisitions. Aussi représenterait-il aux yeux des spirites le meilleur intermédiaire qui soit entre le monde matériel, donc le corps physique, et le monde spirituel, l'âme. Au moment de la mort, en effet, le corps physique se corrompt et disparaît. L'âme s'en libère et continue son existence personnelle enveloppée du corps éthérique ou périscrit. Un esprit pour les spirites, c'est donc un être humain libéré de son corps physique. Mais alors pourquoi ne pas essayer de les contacter? D'autant plus que tout esprit en éprouve le désir, puisqu'il conserve tous les attachements, toutes les affections de sa vie passée. Il ne peut que vouloir entrer en communication avec nous, qui restons sur cette terre, pour nous aider, nous faire du bien. Ce sera donc l'objet des techniques que nous avons décrites avant, auxquelles la doctrine kardécienne veut donner un fondement rationnellement explicatif. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.